Bonjour tout le monde. On va voir ensemble aujourd'hui l'insuffisance cardiaque. C'est un cours qui est un peu en même temps simple et difficile. Simple, pourquoi? Parce qu'on n'insiste pas beaucoup pour l'externe et on lui donne quelques informations générales. Parce que ce soit dans la vraie vie courante ou pour l'examen, c'est un peu peut-être en insuffisance cardiaque. Mais avec ça, quand même, c'est important de connaître au moins la base, la définition. Bon, je dis un peu de physiopathologie, comment diagnostiquer les limites. Un peu après, bon, l'échocardiographie, c'est au médecin spécialiste de l'affaire. Est-ce qu'il y a, oui, du traitement, quels sont les médicaments obligatoires à donner à chaque malade. Alors, on va commencer. Alors, diapositive dans le plan d'édition, un peu de rappel, épidémiologie, mécanisme, étiologie, physiopathologie, signes et formes cliniques, examen complémentaire, évolution et traitement. Diapositive suivante. Donc, c'est quoi la définition de l'insuffisance cardiaque? C'est l'incapacité du muscle cardiaque à assurer un débit sanguin systémique normal avec un régime de pression normal. C'est une capacité du cœur à assurer avec des pressions de remplissage normales un débit sanguin nécessaire aux besoins métaboliques et fonctionnels de l'organisme. C'est-à-dire, on sait que le cœur, c'est une pompe à l'état normal. Cette pompe, elle va éjecter le sang vers la périphérie et elle va recevoir le sang de la périphérie vers le centre. Et aussi, cette pompe, elle éjecte le sang vers la circulation pulmonaire. On va voir même, parce qu'il y a l'insuffisance cardiaque gauche et il y a l'insuffisance cardiaque droite. En fait, il y a une autre définition plus logique et un peu directement ce que vous avez besoin. On définit l'insuffisance cardiaque par la somme des signes cliniques qui est caractérisée par des symptômes typiques, plus ou moins des signes congestifs, gauche ou droite, liés à une dysfonction cardiaque. C'est-à-dire, dans la finalité des choses, c'est quoi? C'est qu'il y a une atteinte structurale ou fonctionnelle du corps. Atteinte structurelle, par exemple, on a un infarctus du myocarde. Infarctus du myocarde, c'est une atteinte structurelle du muscle cardiaque. Ça, c'est l'atteinte. Et la conséquence de cette atteinte, c'est l'insuffisance cardiaque. On peut avoir aussi une atteinte fonctionnelle. Fonctionnelle, par exemple, le cœur est normal, mais puisqu'il y a une fibrillation auriculaire rapide, FA rapide, c'est vrai que le muscle est normal, il n'y a pas de problème, mais on va avoir une insuffisance cardiaque. Très bien. Diapositive suivante, on va essayer de voir d'abord, c'est grave cette pathologie. Il y a la mortalité pour l'insuffisance cardiaque et vous avez ce chiffre-là, c'est 17% par an. Quand même, c'est énorme. 17%, c'est-à-dire si vous consultez 100 personnes qui ont une insuffisance cardiaque, l'année prochaine, il va y avoir que 83 personnes. Parce que c'est la mortalité aux alentours de 17%. Alors, là, un peu d'appel logique de la circulation sanguine. On sait que le débit cardiaque égale volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Je répète, l'équation, c'est très important d'apprendre ça. Le débit cardiaque égale volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Le volume d'éjection systolique il dépend de trois choses. Quelles sont ces trois choses? Il y a la précharge, 2, la contractilité, 3, c'est la post. La précharge, on voit la quantité du sang qu'il reçoit lorsque le volume d'éjection va se remplir. Là, c'est la précharge. Il y aura le volume télédiastolique au niveau du ventricule gauche. Il y aura ici la loi de Frank-Starling, c'est-à-dire la dilatation de ce ventricule. Et là,
Là, on va voir après les problèmes de précharge et comment soit l'augmentation, la diminution de précharge va induire, elle va modifier le volume d'éjection systolique. Deuxième chose, c'est la contractilité, c'est le muscle cardiaque qui va se contracter. Aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque, le grand problème, c'est ici. C'est une atteinte structurale, surtout qu'elle est basse, cette contractilité, c'est l'inotropie. L'inotropisme du système, on va voir après l'intérêt des bloquants ici pour dire pour les facteurs qui déterminent le débit cardiaque, qui modifie directement le volume d'éjection systolique, c'est la post-charge. Post-charge, c'est quoi? C'est regardez ici le ventricule gauche, elle va éjecter le sang contre la post-charge, c'est-à-dire c'est les résistances artérielles périphériques. C'est-à-dire, si par exemple les résistances artérielles périphériques sont élevées, comme dans l'hypertension artérielle, comme dans le rétrécissement aortique, c'est-à-dire il y a un obstacle à l'éjection, on va avoir une diminution du volume d'éjection et une diminution du débit cardiaque. D'accord? Je répète encore une deuxième fois la définition de l'insuffisance cardiaque. C'est un syndrome clinique caractérisé par des symptômes typiques et plus ou moins des signes congestifs, gauche ou droite, liés à une dysfonction cardiaque. C'est-à-dire, on a des symptômes et des signes. Ces symptômes et signes sont secondaires à une dysfonction cardiaque. Très bien. Là, c'est l'épidémiologie. Regardez le pronostic, plus qu'on avance dans le stade de la NYHA, plus que la mortalité s'élève. Regardez le stade 3 ou 4 de la NYHA, mortalité à 50%. 1 sur 2 est décède dans 2 ans. C'est énorme, c'est énorme. En fait, vous savez que l'insuffisance cardiaque, généralement, c'est la finalité de toutes les maladies cardiaques. Par exemple, une valvulopathie non traitée ou sévère ou maltraitée, elle va évoluer vers une insuffisance cardiaque. Une cardiopathie ischémique maltraitée ou traitée, mais parfois même on traite, mais il y a l'évolution naturelle des choses, elle va évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Une cardiopathie hypertensive, une HTA maltraitée ou mal contrôlée aussi, elle va évoluer vers une insuffisance cardiaque. Ça, ce sont les étiologies les plus importantes. On a d'autres étiologies qu'on va voir après, comme la cardiomyopathie dilatée, idiopathique, infectieuse, etc., etc. On verra après. Donc, on passe à quelques appellations. Il y a l'insuffisance cardiaque gauche, il y a l'insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque gauche elle se caractérise par des signes congestifs pulmonaires, c'est-à-dire les râles crépitants, la dyspnée, le galop, le B3. D'accord? Ça, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Pour l'insuffisance cardiaque droite, elle se caractérise par les signes droits. On a les 5 fameux signes droits qui sont œdème des membres inférieurs, acide hépatomégalée, reflux hépatojugulaire et turgescence spontanée des jugulaires. Ce sont les 5 signes de l'insuffisance cardiaque droite. Maintenant, on va passer par le mot insuffisance cardiaque systolique et insuffisance cardiaque diastolique. Alors, vous savez, avant, il y avait un seul type d'insuffisance cardiaque. C'était l'insuffisance cardiaque systolique qu'on appelle maintenant la fraction d'éjection effondrée ou la réduite inférieure à 40%. À l'époque, il n'y avait que ça. Une FE basse avec des symptômes et des signes. Symptômes, c'est-à-dire ce sont les signes fonctionnels et les signes, c'est l'examen clinique. Donc, je répète, avant, FE basse, moins de 40%, plus les signes, c'est ça l'insuffisance cardiaque, et il n'y avait que ça. Très bien. Après ça, on a remarqué qu'il y a même les symptômes et les signes de l'insuffisance cardiaque qui sont l'œdème des membres inférieurs, la dyspnée, le gain de poids, etc., etc. On a remarqué qu'il y a ces signes et des symptômes sans l'effondrement de la fraction d'éjection. Et c'est pour ça qu'il y avait une nouvelle entité qu'on appelle
insuffisance cardiaque diastolique. Pourquoi on a dit diastolique? Parce que le FE, elle est normale. Elle est normale, FE. C'est pour ça qu'on a créé cette entité, l'insuffisance cardiaque diastolique. Très bien. Dans l'insuffisance cardiaque diastolique, on a les symptômes et on a les signes, mais la fraction d'éjection, elle est normale. On viendra après. Malgré tout ça, on a des signes indirects à l'échocardiographie pour confirmer cette insuffisance cardiaque diastolique. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas important pour vous, c'est-à-dire pour déterminer, on peut vérifier ça. On trouve qu'il y a une hypertrophie du ventricule gauche, une oreillette gauche dilatée et augmentation des pressions de remplissage. Je ferme cette parenthèse. Ça, c'est dans la distension diastolique. Alors, juste récemment, en 2016, il y avait une nouvelle encore entité d'insuffisance cardiaque qu'ils appellent maintenant, et ils ont fait la classification en 3 types: insuffisance cardiaque à FE basse, insuffisance cardiaque à FE préservée et insuffisance cardiaque à FE intermédiaire. Intermédiaire, c'est entre 40 et 49. Moins de 40, c'est effondré, et plus de 50, elle est diastolique. Alors, pour vous, écoutez-moi bien, ce qui est important pour vous, c'est l'insuffisance cardiaque à FE basse. C'est ce que vous allez voir dans votre pratique quotidienne et généralement ce qu'on fait à l'examen de votre de fin de module de cardiologie. D'accord? Les deux autres types d'insuffisance cardiaque sont les mêmes, à part la nomination, c'est-à-dire à part la FE qui change. FE en 40 et 49, on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection intermédiaire, et l'autre FE préservé au plus de 50%. Ces deux insuffisances cardiaques, maintenant je vais fermer la parenthèse parce qu'après je vais parler que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection systolique. Pour l'insuffisance cardiaque diastolique, FE, elle est normale. Alors, j'ai une question. Ah, très bien, très bien. Pourquoi il y a l'insuffisance cardiaque diastolique? Très bien. Alors, je vais parler que de l'insuffisance cardiaque diastolique pour qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'insuffisance cardiaque diastolique. Après, je reviens. Alors, l'insuffisance cardiaque systolique, d'abord, écoutez-moi, systolique, il y a quoi? Il y a une baisse de la FE, c'est-à-dire le sang, il reste dans le ventricule gauche. Donc, il y a une augmentation de la pression télédiastolique au niveau du ventricule gauche. D'accord? Parce que le VG n'arrive pas à éjecter tout le sang, parce qu'il y a une baisse de la FE. Je suis dans la systolique. Qu'est-ce qu'on a comme conséquence? On aura une augmentation de la pression de remplissage du VG. C'est quoi ce mot-là? Parce que l'oreillette gauche, lorsqu'elle va faire le remplissage, j'ai une pression élevée au niveau du ventricule, donc on aura une augmentation de la pression de remplissage, c'est-à-dire la pression au niveau de l'OG, elle est élevée, elle va retentir en avant, c'est-à-dire encore augmentation de la pression au niveau des veines pulmonaires, puis au niveau des capillaires pulmonaires, et on va avoir la dyspnée, etc., jusqu'à l'OAP. Ça, c'est dans alors, entre le ventricule gauche et les capillaires pulmonaires, ça, c'est une insuffisance cardiaque diastolique. C'est-à-dire, toute insuffisance cardiaque systolique est accompagnée tout le temps avec une insuffisance cardiaque diastolique. Je répète, toute insuffisance cardiaque systolique est accompagnée par une insuffisance cardiaque diastolique. Parce que toute insuffisance cardiaque systolique, il va y avoir une augmentation de pression au niveau du ventricule gauche et donc augmentation de pression de remplissage des oreillettes et de là, on aura une augmentation de pression au niveau des capillaires. C'est ça l'insuffisance cardiaque diastolique. L'insuffisance cardiaque diastolique tout court, tout seul, c'est quoi? Le ventricule gauche est normal. Il y a un problème ou dans la relaxation ou la compliance du ventricule gauche, malgré que le ventricule gauche éjecte le sang normal,
mais il y a un problème de relaxation ou de compliance, on va voir après les étiologies, ce problème-là, il va faire la même chose, la même conséquence, c'est-à-dire il va augmenter la pression de remplissage. Et en augmentant la pression de remplissage des ventricules gauche, la pression va être augmentée en amont, jusqu'à augmentation de pression au niveau des capillaires. Et là, viendra les symptômes, la dyspnée, les râles crépitants et il y aura le galop B3. Est-ce que c'est clair? Je suis toujours au niveau de la physiopathe. Dans tous les cas, même si ce n'est pas clair, ce n'est pas important. Parce que après, vous allez apprendre l'étiologie et le traitement. Entre les deux, entre l'insuffisance cardiaque diastolique et systolique, il n'y a pas de différence entre les symptômes. Entre l'insuffisance cardiaque systolique et diastolique, il n'y a pas de différence de symptômes. D'accord? C'est les mêmes symptômes et les mêmes signes cliniques. L'examen clinique est pareil, et kiff, les deux. C'est le même examen, c'est-à-dire on va trouver les symptômes et les signes, après on viendra sur la clinique. C'est les mêmes symptômes, les mêmes signes. Après, le CG, on peut trouver les mêmes CG. Après, dans l'écho, la différence ici, c'est FE basse ou FE élevé. Et après, le traitement, on va voir, on traite nous généralement l'insuffisance cardiaque systolique parce que la diastolique, c'est antivirale. Jusqu'à présent, on ne traite que les signes congestifs, c'est-à-dire que le Lasix, qu'on a la preuve qu'il n'y aura plus de symptômes parce que même dans l'insuffisance cardiaque diastolique, il y a les symptômes. Donc, on ne traite que par les diurétiques. On n'a pas encore la preuve pour les autres traitements. Alors, l'étiologie, bon, je vais encore parler sur la physiopathologie. Donc, la physiopathie de l'insuffisance cardiaque systolique, c'est la baisse de la fraction d'éjection, c'est la baisse du débit cardiaque. Et donc, la baisse du débit cardiaque, elle dépend de la baisse du volume d'éjection systolique. Et donc, les trois paramètres, précharge, contractilité et post-charge. Maintenant, le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, la réponse du cœur, c'est important de connaître ça. On a quelqu'un, un monsieur qui a 70 ans, qui a fait un infarctus du myocarde, qui a une FE résiduelle à 30%. Au principe, l'organisme, il va faire des choses bien. C'est-à-dire, il va, FE 30%, il va essayer augmenter quoi? La fraction d'éjection. Elle ne peut pas augmenter la fraction d'éjection, mais elle essaie d'avoir un débit cardiaque normal. Le débit cardiaque, parce que FE elle est basse, elle est bas. Le débit cardiaque, il va essayer l'organisme d'avoir un débit cardiaque normal. Très bien. Le débit cardiaque égale volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. Donc, numéro 1, il va essayer d'augmenter la fréquence cardiaque. Donc, au début, cette augmentation de fréquence cardiaque est bien, mais à partir de quelques jours, cette augmentation de fréquence cardiaque, elle va être néfaste. Je répète, je suis où? Je suis les mécanismes compensateurs de la diminution du débit cardiaque. Les mécanismes compensateurs, on a l'augmentation de la fréquence cardiaque, parce que l'augmentation de la fréquence cardiaque, elle va avoir comme conséquence augmentation du débit cardiaque, mais imaginez un cœur déjà qui est fatigué, qu'on le demande d'accélérer encore. Ça, c'est néfaste. Et on va voir après dans le traitement, qu'est-ce qu'on fait? On donne des bêta-bloquants. Donc, au contraire, il ne faut pas augmenter la fréquence cardiaque. Au contraire, il faut baisser la fréquence cardiaque parce que si on baisse la fréquence cardiaque, le cœur va être un peu soulagé parce que déjà, lui, il a une capacité médiocre. Donc, au contraire, il faut le soulager. Ça, c'est numéro 1. Les mécanismes compensateurs, le cœur, il augmente la fréquence cardiaque. Ça, au début, c'est bien, mais après, c'est néfaste. Nous, au contraire, on va limiter cette fréquence cardiaque. On va donner un traitement bêta-bloquant pour ralentir cette fréquence cardiaque. Très bien. Numéro 2, le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que le problème initial, c'est quoi? C'est que le ventricule gauche a une baisse de la fraction d'éjection. C'est une anomalie, la définition, c'est une anomalie structurale. On va prendre l'exemple d'un infarctus du myocarde. Donc, on a le muscle qui ne se contracte pas bien. Qu'est-ce qu'il va faire l'organisme? Il va faire un remodelage du ventricule gauche parce que lui, il pense, lorsqu'on dilate le ventricule gauche, il y a la loi de Starling, plus qu'on dilate le ventricule gauche, plus qu'il y a augmentation du volume d'éjection systolique.
Ça, c'est bien au début, c'est bien parce que le starling est logique. Plus qu'on dilate le ventricule gauche, plus il y a l'augmentation du volume d'éjection. Mais malheureusement, ce mécanisme-là, rapidement, il va être dépassé. Pourquoi? Parce que l'augmentation du volume, elle va être au dépend des connexions pont actine-myosine. Actine-myosine, donc la dilatation va faire une déconnexion des ponts actine-myosine et il y aura aggravation de la fraction d'éjection. D'accord? Et de là, il faut freiner, il faut arrêter cette dilatation du ventricule gauche. Et si l'intérêt de quel traitement va donner le traitement, ce sont les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ces enzymes-là, elles vont limiter le remodelage du ventricule gauche et limiter la dilatation. Une autre chose, il y a la loi de Laplace. C'est quoi la loi de Laplace? Cette loi, lui, il pense que le cœur, s'il augmente l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche, plus qu'on augmente l'épaisseur, plus qu'on augmente le volume d'éjection. Ça, c'est vrai au début. Au début, c'est vrai, c'est comme le cœur du sportif, il est hypertrophié parce que le sportif, il a besoin d'un volume d'éjection très élevé, avec un débit très élevé. Donc, au début, c'est bien, mais comme j'ai dit, parce que là, on est dans la pathologie, rapidement, ce mécanisme-là va être dépassé et il va y avoir, au contraire, une diminution du volume d'éjection. Pourquoi? Parce que déjà la cavité va être réduite, donc le volume va être diminué parce que l'augmentation de l'épaisseur va être au dépend de la cavité cardiaque et de même épaisseur, en grande épaisseur, il va perdre la compléance et la relaxation et de là, on aura aggravation des symptômes. Pourquoi aggravation des symptômes? Parce que augmentation des pressions de remplissage. Maintenant, je vais partir directement au niveau des étiologies parce que j'ai tardé un peu dans la physiopathologie. Je vais encore expliquer la dernière chose dans la physiopathologie parce que si on comprend bien la physiopathologie, on va comprendre comment on va traiter l'insuffisance cardiaque. Malgré que je répète, ce n'est pas important pour vous la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Je vais continuer la dernière chose dans la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est au niveau périphérique. Au niveau périphérique, c'est quoi? C'est l'action neuro-hormonale, c'est-à-dire au début, l'organisme aussi, il va penser qu'il va faire une vasoconstriction périphérique. Vasoconstriction périphérique pour essayer d'augmenter la pression artérielle et avoir une pression correcte vers les organes. Mais cette augmentation de la pression périphérique va avoir en conséquence augmentation des résistances vasculaires et donc augmentation de la post-charge. D'accord? Je répète, l'organisme comme mécanisme compensateur de cette insuffisance cardiaque, il va faire une vasoconstriction périphérique parce qu'il y a une diminution du débit cardiaque. Le rein, par exemple, elle n'a pas beaucoup de sang, donc elle va demander beaucoup de sang. Qu'est-ce qu'il va faire l'organisme? Il va faire une vasoconstriction généralisée de toutes les artères. Cette vasoconstriction va induire une augmentation de la pression artérielle. L'organisme pense que c'est bien, or que cette augmentation de la pression artérielle va avoir en conséquence augmentation de la post-charge et donc aggravation du débit cardiaque avec des traitements spécifiques. Soit on donne des inhibiteurs, les dérivés nitrés, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2. On peut encore donner les bêta-bloquants parce que les bêta-bloquants ont aussi une action sur le système sympathique périphérique. Très bien. Eh ben, il me reste encore une autre chose, c'est BMP. BMP, c'est quoi le BMP? C'est protéines natriurétiques, des peptides natriurétiques qui sont sécrétés par les muscles cardiaques s'il y a une souffrance, c'est-à-dire une dilatation, que ce soit de l'oreillette gauche, augmentation de la pression intra-auriculaire ou augmentation de la pression intra-ventriculaire, va induire une sécrétion d'un peptide qui est le BMP, peptide natriurétique, qui va essayer d'augmenter quoi? La natriurèse et la diurèse. La physiopathologie, ça va un peu, c'est un peu compliqué, hein, la physiopathologie. Il faut connaître juste l'équation débit cardiaque égale volume d'éjection fois la fréquence cardiaque.
faut comprendre c'est quoi la prise-charge, c'est avant le ventricule gauche, la contractilité c'est le ventricule gauche et la post-charge c'est après le ventricule gauche. Et il faut comprendre que l'insuffisance cardiaque diastolique, c'est l'augmentation de pression au niveau du ventricule gauche jusqu'à les capillaires. C'est les mêmes symptômes avec le systolique. Pour les mécanismes, c'est pas grave. Si on ne les comprend pas, c'est pas grave. À la fin, c'est le même traitement pour l'insuffisance cardiaque diastolique. Alors, j'avance. Les étiologies. Donc, il y a numéro 1, c'est les coronaropathies ou la cardiopathie ischémique. Numéro 2, c'est l'hypertension artérielle. Et numéro 3, c'est les valvulopathies. Ce sont les trois étiologies les plus importantes qu'il faut l'éliminer rapidement. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade qui vient pour une insuffisance cardiaque, on va... Comme j'ai dit, l'insuffisance cardiaque, c'est des symptômes et c'est des signes. C'est-à-dire, il consulte pour une dyspnée. On va voir après, en tout cas, une dyspnée au d'un des membres inférieurs. C'est ça, il consulte pour ça. Et nous, on sait que la personne elle a une insuffisance cardiaque, parce que cliniquement, il a une insuffisance cardiaque. On va confirmer ça, que ce soit par l'ECG ou par l'échocardiographie ou par la biologie. Et c'est important de connaître l'étiologie, parce que si on ne connaît pas l'étiologie, si on ne traite pas l'étiologie, l'insuffisance cardiaque va avancer vers le mauvais jusqu'à la déchéance myocardique, jusqu'à la détérioration de tous les mécanismes de compensation et jusqu'à trouble de rythme ou mort subite. En fait, il y a d'autres étiologies à connaître au moins. Ce sont les étiologies toxiques, virales, carentielles, infiltratives et idiopathiques. Alors, les signes cliniques. En fait, pour les signes cliniques, voilà, on a les signes fonctionnels et symptômes. Donc, quels sont les signes cliniques? Numéro 1, le plus important, c'est la dyspnée. La dyspnée, c'est la gêne à la respiration. Cette dyspnée, c'est qualifié par la classification de NYHA. C'est très important ici de bien classifier la dyspnée. On sait pourquoi cette dyspnée, parce que, je répète toujours, augmentation de pression de remplissage au niveau des ventricules et de la augmentation de pression de l'oreillette gauche et au niveau des capillaires se traduit par une dyspnée. Cette dyspnée soit d'effort, soit de repos, soit d'équilibritus, soit paroxystique, etc., etc. Donc, les deux, regardez, ici, c'est le même, que ce soit insuffisance cardiaque systolique ou insuffisance cardiaque diastolique, on a les mêmes symptômes. Il y a la dyspnée, il y a la toux, il y a l'hémoptysie, il y a les palpitations en rapport avec l'augmentation de pression intra-auriculaire. C'est les palpitations, asthenie, retentissement psychomoteur, voire confusion, douleur abdominale, nausée, vomissement. Donc, en dehors de la dyspnée, la toux, il n'y a pas grand-chose pour les symptômes. D'accord? On va voir maintenant les signes cliniques, surtout pour l'insuffisance cardiaque, c'est les odèmes des membres inférieurs. Surtout, c'est le plus fréquent et celui qui gêne. Parce que là, acide, il ne va pas comprendre beaucoup est-ce que c'est de l'acide ou c'est du gaz. L'hépatomégalie, il ne va pas comprendre. Mais si vous, à l'examen clinique, vous allez constater qu'il y a une acide, vous allez palper l'abdomen et vous allez voir qu'il y a une matière, c'est une acide. Vous allez voir les membres inférieurs, les odèmes, la turgescence jugulaire, l'hépatomégalie, l'épanchement pleural, c'est simple, on examine et on voit est-ce qu'il y a diminution ou matité carrément pour les nerfs vésiculaires. Les règles répétantes, c'est obligatoirement, il faut connaître comment ausculter, il faut l'écouter, les règles répétantes. Et enfin, la tachycardie, comme j'ai dit, pourquoi la tachycardie? Parce que l'organisme, au début, il a une diminution des débits cardiaques et va réagir par augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, c'est tout ce qu'on a. Là, on a la dyspnée, un peu d'asthénie, prise de poids. Pour les signes cliniques, qu'est-ce qu'on a? On a la tachycardie, l'odèle des membres inférieurs, les signes droits, etc., etc. Alors ici, je vais passer dans l'examen clinique à l'auscultation. Quels sont les signes auscultatoires d'une insuffisance cardiaque gauche? Alors, insuffisance cardiaque gauche ou insuffisance cardiaque globale, insuffisance cardiaque droite, c'est des appellations. Droite, c'est-à-dire c'est le ventricule gauche qui est insuffisante. Si insuffisance cardiaque gauche, c'est surtout le ventricule gauche. Et insuffisance cardiaque globale, généralement, c'est les deux ventricules qui dysfonctionnent. Et parfois, on hospitalise le malade pour une décompensation cardiaque à prédominance, on dit prédominance droite ou à prédominance gauche, au dépend si les signes droits sont importants, on dit qu'à prédominance droite. Si les signes gauche sont importants, on dit à prédominance gauche.
Avant de passer au signe ici, il y a les œdèmes des membres inférieurs qui gardent le godet. C'est des œdèmes blancs. Ce sont des œdèmes dus à une insuffisance cardiaque. Généralement, toute insuffisance cardiaque gauche à la fin globale associée après un infarctus malade, quelqu'un qui est normal, asymptomatique, il va faire un jour un infarctus du myocarde. Après l'infarctus, il va faire une insuffisance ventriculaire gauche qui se manifeste avec le temps insuffisance cardiaque globale parce que va s'ajouter l'insuffisance cardiaque droite. Est-ce qu'une insuffisance cardiaque gauche peut induire une insuffisance droite? Bien sûr, toute insuffisance cardiaque gauche à la fin se complique ou s'évolue vers l'insuffisance cardiaque globale. On ne dit pas insuffisance cardiaque droite parce qu'il va rester l'insuffisance cardiaque gauche. Il va s'ajouter l'insuffisance cardiaque droite. Pourquoi? Parce qu'il y a augmentation des pressions au niveau des capillaires pulmonaires. Donc, elle va commencer une HTAP post-capillaire, après HTAP capillaire, après augmentation de pression des artères pulmonaires, et va se retentir vers le ventricule gauche. Alors, quels sont les signes auscultatoires d'une insuffisance cardiaque gauche? Alors, plus la tachycardie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le galop, le protodiastolique, c'est le B3, c'est le troisième bruit, d'accord? Il signifie l'augmentation des pressions télédiastoliques du ventricule gauche. Apprenez ça par cœur, il faut écrire ça. L'augmentation des pressions télédiastoliques au niveau du ventricule gauche se manifeste à l'auscultation par un bruit de galop, le B3 protodiastolique. Très bien. Il y a encore un autre bruit qu'on appelle le B4. C'est un bruit, c'est le galop présystolique, généralement, c'est en rapport avec un problème, trouble de compliance. Donc, trouble de compliance, c'est le B4, mais ce qui est important, est-ce qu'il faut, on le met généralement dans les cas cliniques. Une fois que vous écoutez le mot galop au B3, dans votre tête, il y a une insuffisance ventriculaire gauche. Je répète, dans un cas clinique où lorsqu'on dit il y a un galop B3, ça signifie qu'il y a une augmentation des pressions télédiastoliques des ventricules gauche et c'est l'insuffisance ventriculaire gauche et c'est l'insuffisance cardiaque. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça. Je rajoute avec ça, parce que vu que le ventricule gauche va se dilater, donc on va avoir une insuffisance mitrale fonctionnelle. Le souffle de l'insuffisance mitrale, c'est un souffle qui est holosystolique. Encore, on rajoute si on a l'éclat de B2, parce que s'il y a une HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, donc au foyer pulmonaire, on va trouver l'éclat de B2. Et enfin, si l'auscultation pulmonaire, s'il y a des règles crépitants ou épanchement pleural, on sait ça. C'est bon? Alors, protodiastolique, c'est le B3, et présystolique ou télédiastolique, c'est le B4. C'est pareil, hein? Télédiastolique, c'est la même que présystolique. C'est la fin de la diastole ou juste avant la systole. C'est pareil, et B3 protodiastolique, mais c'est pareil. Alors, on avance, on est l'examen complémentaire, très bien. On va commencer par l'ECG comme examen complémentaire. Donc, avant de passer aux examens complémentaires, je reviens un peu derrière pour un peu fixer les informations. Aujourd'hui, on fait l'insuffisance cardiaque. C'est quoi la définition de l'insuffisance cardiaque? C'est un syndrome clinique caractérisé par des symptômes et des signes congestifs gauche, très bien, liés à une dysfonction cardiaque. Je répète, une atteinte structurale ou fonctionnelle du ventricule gauche qui a pour conséquence des signes et des symptômes congestifs d'une dysfonction cardiaque. Très bien. Il y a trois étiologies les plus importantes, c'est ischémique, valvulaire, bon ça. Il y a d'autres, on ne va pas les détailler. L'examen clinique, il est un peu vaste, mais au moins, on a le malade, il vient pour une dyspnée plus œdème des membres inférieurs, généralement ça. Nous, on examine le malade, on trouve qu'il y a le B3, une tachycardie et quelques râles crépitants au champ pulmonaire, ça c'est gauche, et les signes droites, les 5 signes droites, vous les connaissez bien, œdème des membres inférieurs, etc., etc. Très bien, c'est ça. C'est bon, j'avance maintenant. Le CG, qu'est-ce qu'on trouve à l'ECG? On va trouver tout, beaucoup de choses. Un peu spécifique par rapport à l'infarctus du myocarde, on va trouver des séquelles de nécrose. S'il y a une hypertension artérielle, on va trouver une hypertrophie du ventricule gauche.
s'il y a une cardiopathie valvulaire type rétrécissement mitral, on va trouver une HAG, une hypertrophie de l'auricule gauche. S'il y a un infarctus aussi, on peut trouver un bloc de bronche gauche, etc., etc. Donc là, le CG, ce n'est pas trop spécifique, mais exceptionnellement, on trouve un ECG normal. Généralement, lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque, soit on trouve bloc de bronche gauche, soit on trouve une hypertrophie du ventricule gauche, soit on trouve les autres séquelles de nécrose, etc., etc. Ça, c'est l'électrocardiogramme. Le téléthorax, qu'on trouve au téléthorax, il n'y a pas grand-chose. Il y a la cardiomégalie, l'indice cardio-thoracique, est-ce que la silence cardiaque est stable ou non. S'il est stable, on va trouver que la cardiomégalie, un indice cardio-thoracique qui est plus de 0,5. Au contraire, s'il y a une décompensation cardiaque, on va trouver le syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral, c'est-à-dire c'est les fameuses râles crépitants qu'on les ausculte, et avec les gros îles et avec l'épanchement pleural, parce que généralement, il y a le tableau d'Anasac avec épanchement partout, parce que le cœur n'arrive plus à injecter le sang du ventricule gauche, donc il y aura augmentation de pression en amont, et il y aura toutes les séreuses vont être... Il y a de l'eau, c'est-à-dire comme l'acide, comme l'épanchement pleural, comme l'épanchement péricardique, comme l'œdème des membres inférieurs. N'oubliez pas aussi, il y en a l'œdème scrotal. Très bien, j'avance encore. Donc, je pense qu'on va passer à l'échocardiographie. Alors, l'échocardiographie, là, c'est un peu spécifique. Cette échocardiographie, elle va nous permettre, nous, les cardiologues, de confirmer votre diagnostic. Parce que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir un malade qui vient pour dyspnée avec œdème des membres inférieurs. Vous suspectez qu'il y a une insuffisance cardiaque, oui, parce qu'il y a les symptômes ici. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous avez fait un téléthorax, vous avez trouvé le syndrome interstitiel avec une cardiomégalie, oui, mais il faut compléter par l'échocardiographie et le bilan biologique pour encore confirmer l'insuffisance cardiaque. Alors, l'échocardiographie, ce n'est pas trop important pour vous, mais c'est important d'écouter. Alors, on sait qu'il y a deux types d'insuffisance cardiaque. Bon, je sais qu'il y a trois, mais je dis moi deux. Donc, systolique FE basse, FE intermédiaire et FE normal. Pour nous, on est dans l'insuffisance cardiaque FE basse. Donc, FE, c'est important de calculer combien FE. Il y a des méthodes pour calculer. Généralement, une méthode 500, mais ce n'est pas important. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en plus de la FE qui est basse? On va trouver, si l'étymologie est l'hypertension artérielle, on va trouver une hypertrophie du ventricule gauche. Alors, on sait que l'insuffisance cardiaque diastolique, c'est la même écho-cœur en dehors de la FE, c'est-à-dire FE, elle est basse dans l'insuffisance systolique, mais elle est normale dans l'insuffisance cardiaque diastolique, mais les deux autres paramètres, comme l'HVG, l'hypertrophie, comme l'oreillette gauche qui est dilatée, comme l'augmentation de pression de remplissage, ce sont des paramètres qu'on les calcule à l'échocardiographie. Trois paramètres, l'hypertrophie du ventricule gauche de remplissage, ces trois paramètres. Là, pour vous calculer la fonction systolique et la fonction aussi diastolique, les pressions pulmonaires, et certainement, on va voir l'étiologie, c'est-à-dire si on trouve qu'il y a un muscle qui ne se contracte pas bien, on va dire que c'est un problème de cardiopathie ischémique. Si on trouve qu'il y a une valvulopathie, on va dire qu'il y a une valvulopathie. Importante, c'est la cause de l'insuffisance cardiaque. Si on trouve qu'il y a des hypertrophies du ventricule gauche, on va penser que c'est l'hypertension artérielle, etc., etc. Parfois, on ne trouve rien à part FE basse et on ne va pas trouver l'étiologie. On va compléter par d'autres examens complémentaires. J'avance encore. Alors, pour la biologie, un marqueur très important à doser, ce sont BMP et anti-pro-BMP. BMP, c'est pareil, natriurétique peptide, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules cérébrales, mais surtout c'est les cardiomyocytes. Ils peuvent être sécrétés par les cellules cérébrales. C'est pour ça on va voir les diagnostics différentiels. On peut trouver déjà une petite augmentation de ce BMP, mais on a des chiffres exacts à partir de ces seuils. On parle d'insuffisance cardiaque, d'accord? Alors, la sécrétion stimulée par l'étirement des cardiomyocytes. L'étirement des cardiomyocytes. Quand on a cet étirement, c'est lorsqu'il y a augmentation de pression. Par exemple, on a une ventricule gauche, baisse la fraction d'éjection, certainement il va rester du sang dans le ventricule gauche, ajoutons à ce sang-là le remplissage, donc augmentation de pression et donc étirement de la paroi du ventricule gauche.
en plus de la loi de Starling. Et même pour l'oreillette gauche, c'est pareil. Elle va être augmentation de la pression intra-oreillette. Et donc, il y a stimulation de la sécrétion du BMP ou antipro-BMP. Logiquement, ce BMP, il est bien. Il est bien. Pourquoi il est bien? Parce qu'il va augmenter la natriurèse et la diurèse. C'est-à-dire parce qu'il va essayer de baisser la pression artérielle en augmentant la natriurèse. C'est-à-dire la sécrétion du sodium dans les urines, c'est la natriurèse. Comme ça, lorsqu'il va le sécréter, qu'est-ce qu'il va faire? Un nouveau traitement qu'il va essayer parce que le BMP il va être lésé par une hormone. On va voir après à la fin. Et on va essayer de laisser le taux de BMP beaucoup dans le sang. D'accord? Et si on le laisse beaucoup dans le sang, il va toujours essayer de faire cette natriurèse. Et il va toujours faire une diminution de la pression artérielle et donc diminution de la post-charge. Très bien. On l'appelle, c'est un nouveau traitement, c'est l'Entresto. L'Entresto, c'est trop nouveau, enfin, c'est pas facile d'avoir. On l'appelle sacubitril. Bref, j'avance. Donc, ce dosage de BMP, s'il est élevé, ça signifie qu'il y a une insuffisance cardiaque. Il y a une souffrance au niveau de l'oreillette gauche, il y a une souffrance au niveau du ventricule gauche. Très bien. Donc, plus qu'il est élevé, plus la souffrance est importante. En fait, pour nous, on a des chiffres. Ce n'est pas important pour vous de connaître combien les chiffres, mais je vais parler. Alors, une insuffisance cardiaque chronique stable, si le taux de BMP il dépasse 35 ou le taux de pro-BMP dépasse 125, on va parler d'une insuffisance cardiaque. Donc, pour l'instant, on a 3 paramètres pour conclure l'insuffisance cardiaque. Pour l'instant, il y a 3 paramètres. Quels sont ces 3 paramètres? Le paramètre numéro 1, c'est la clinique, c'est la dyspnée plus les râles crépitants, plus les odeurs. Deuxième paramètre pour l'insuffisance cardiaque, c'est l'échocardiographie, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres que ce soit FE basse ou normale, que ce soit pression élevée, que ce soit HVG. Troisième paramètre, c'est le paramètre biologique, c'est BMP élevé. D'accord? Donc, impossible que vous passiez à côté d'une insuffisance cardiaque. Parce que si vous avez les symptômes, plus, même si vous ne connaissez pas l'échocardiographie, vous connaissez BMP. Un peu de complications et pronostics. En fait, on sait que le pronostic est sombre, parce qu'on a dit aux alentours de 17% de taux de mortalité. Voilà. Alors, détérioration progressive des performances cardiaques, décompensation cardiaque, troubles du rythme et mort subite. Vous savez que, comme on a dit, taux de mortalité, la moitié des décès dans les 4 ans. Et généralement, les décès par mort subite, malheureusement, si on ne trouve pas d'éthiologie, on va directement à la mort. Dans la mort, on dort de la transplantation cardiaque, il faut changer carrément le cœur, qu'il n'y a pas ici en Algérie, même à l'échelle internationale, c'est un peu grave. Une fois on ne trouve pas l'éthiologie, ce n'est pas grave. Après, on va voir, il y a les complications, on va essayer de traiter les complications, les troubles du rythme, accidents thromboemboliques, les hypoperfusions, etc., etc. Très bien. Donc, je passe donc un pronostic sombre de l'insuffisance cardiaque, surtout évolué. Alors, traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est vrai que si on peut dire tout simplement, il y a 2 volets. Et le volet hygiène de vie ou traitement non médicamenteux, c'est surtout le régime alimentaire, l'activité physique, l'observance thérapeutique, etc., etc. Ça, c'est très important pour l'insuffisance cardiaque. C'est très important, surtout le sel. Surtout le sel, c'est très grave pour la quantité du sel pour quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque. Donc, il faut faire un régime presque strict, moins de 6 grammes de sel par jour. Il faut l'éducation primordiale, le repos, plus avec l'exercice physique, la réadaptation cardiaque, consultation diététicienne, attention pour la prise de poids, il faut avoir balance, c'est-à-dire prise de poids 3 kg dans 2 jours, il faut consulter parce qu'il y a un problème, c'est pas normal de prendre ce poids-là. Très bien, donc pour ces règles hygiéno-diététiques, on peut parler 1 heure ou 2 heures pour ces règles-là, comme l'arrêt du tabac, l'usage de l'alcool, l'activité physique, et sont valables pour toute insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que ce soit systolique, diastolique, que ce soit droite, gauche, tout ça, il faut faire ça.
Regardez, on va commencer maintenant pour le traitement pharmacologique, c'est-à-dire traitement médical. Alors, d'emblée, pour l'insuffisance cardiaque diastolique, on ne sait pas c'est quoi le traitement. On ne donne que des diurétiques pour les signes congestifs. D'accord? Je répète, pour l'insuffisance cardiaque diastolique, on ne sait pas c'est quoi le traitement, on ne donne que des diurétiques, surtout des diurétiques de l'once, type furosemide, c'est pour les signes congestifs. D'accord? En dehors de ça, on ne sait pas. C'est encore une nouvelle entité, l'insuffisance cardiaque diastolique. Maintenant, pour l'insuffisance cardiaque systolique, on a déjà parlé un peu dans la physiopathologie, et c'est là qu'il faut traiter. Il y a beaucoup de traitements dans l'insuffisance cardiaque systolique. Si vous avez remarqué le schéma, à l'époque, qu'est-ce qu'on fait? On a le cœur lui-même, hein, il insiste. Voilà, le cœur lui-même, on essaie d'approche, on stimule le cœur pour qu'il se force pour travailler. C'est quoi? Par exemple, on augmente la fréquence cardiaque. En tout cas, c'est le cœur lui-même qui fait ça. Il augmente sa fréquence cardiaque, il augmente la pression artérielle, il essaie de se forcer pour travailler. Au contraire, actuellement, et on a remarqué le contraire, il faut soulager le cœur, il faut le soulager, essayer de soulager, c'est-à-dire si on diminue la pause de charge, on va le soulager. Si on ralentit sa fréquence cardiaque, on va le soulager. Si on diminue la prise-charge, on va soulager le cœur. Ce sont ces choses-là qui vont laisser, comme ici le cheval, il court, comme le cœur, il va travailler dans les normes correctes. Donc, quels sont les médicaments qui vont soulager le cœur? C'est très simple de connaître quels sont ces DEC, les bêta-bloquants, l'anti-aldostérone. Ce sont les 3 médicaments obligatoires et importants. Maintenant, si quelqu'un veut comprendre beaucoup de physiopathologie, c'est important, je vais parler un petit peu, mais c'est pas, comme j'ai dit toujours, c'est pas important pour vous. Pour vous, le mot magique qu'on vous demande à l'examen, citer 2 médicaments obligatoires dans l'insuffisance cardiaque systolique, vous allez citer IEC plus bêta-bloquant, c'est ça, ce sont les 2 médicaments obligatoires. Attention, quelqu'un fait IEC plus ARA2, c'est 0. Donc, généralement, ce qu'on vous demande, c'est ça, citer 2 médicaments obligatoires dans l'insuffisance cardiaque. Et même dans votre pratique quotidienne, toute insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse, il faut donner l'IEC et les bêta-bloquants. Et après, on peut rajouter les anti-aldostérones. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je vais parler, c'est quoi, hein? Comme j'ai dit, ce n'est pas aussi simple, c'est un peu compliqué, mais bon, on essaie de comprendre. Alors, à gauche, au noir à gauche, c'est écrit la rénine. La rénine, alors c'est ça le système rénine, angiotensine, aldostérone. Rénine, par un enzyme qui s'appelle l'angiotensinogène, il va être dégradé, il va devenir l'angiotensine 1, puis par enzyme qu'on appelle l'enzyme de conversion, il va aussi être l'angiotensine 2, puis encore, il va être l'aldostérone par la dégradation de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 à l'état normal, basal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vasoconstriction, une hypertrophie et une augmentation de la noradrénaline. Ces trois mécanismes sont bien. Pourquoi c'est bien? Par exemple, si quelqu'un fait un effort physique, il va y avoir une augmentation de l'angiotensine 2. Et de là, il va y avoir une vasoconstriction l'hypertrophie du ventricule gauche et l'augmentation de la noradrénaline. Ça, c'est bien, c'est physique, plus pour l'activité physique. Malheureusement, il essaie de régler les choses comme ça, il va augmenter ça, mais il va être épuisé rapidement, et après l'épuisement, c'est la fin, c'est la mort subite. Et donc, on a remarqué, comme regardez au milieu, l'enzyme de conversion, si on arrête ces mécanismes-là, au contraire, c'est bien, on arrête, on va soulager. Il ne va pas y avoir une vasoconstriction. On n'oublie pas que la vasoconstriction périphérique, elle va augmenter la pression artérielle, elle va augmenter les résistances périphériques, elle va augmenter la post-charge, elle va encore épuiser le cœur. Donc, on donne l'IEC pour enlever cette vasoconstriction. D'accord? Ça, c'est le numéro 1. Donc, intérêt de donner l'enzyme de conversion lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse moins de 40%. Médicament numéro 1. On revient, deuxième médicament qui est le bêta-bloquant. En plus, qu'on repose le cœur par la fréquence cardiaque, on a dit on a le système neuro-hormonal. Comme là-bas, vous regardez l'adrénaline. L'adrénaline, c'est pas aussi simple. C'est vrai que c'est un bon enzyme,
qui va induire l'augmentation de la fréquence cardiaque et le stress et l'activité physique, tout ça, il va augmenter l'activité, il va faire la vasoconstriction. Mais regardez la forte élévation de la noradrénaline et tout le temps, le taux élevé dans le sang va faire une fibrose avec une hypoperfusion périphérique. Et ça, c'est néfaste. C'est pour ça qu'on trouve que les gens insuffisants cardiaques, ils vont être cachectiques. Cachectiques, ils ne mangent pas parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline ou noradrénaline dans le sang. Et c'est pour ça qu'on va donner les bêta-bloquants. Ces bêta-bloquants-là, ils vont ralentir, ils vont diminuer le taux des catécholamines dans le sang. Et le cœur, là, va se reposer non seulement par la vasoconstriction, mais aussi par l'hypoperfusion périphérique. D'accord? D'où l'intérêt de ces deux médicaments magiques, l'IEC et bêta-bloquant. IEC, bêta-bloquant. D'accord? Troisième chose, l'aldostérone. Regardez l'aldostérone aussi, c'est le produit de défer, l'aldostérone. Alors, il va faire des rétentions hydrosodées à l'état normal, comme vous avez cette sécrétion d'aldostérone. Et c'est important d'avoir cette rétention hydrosodée. Imaginez que vous êtes à jeun toute la journée, à Ramadan, vous êtes à jeun, c'est important qu'il y ait l'aldostérone parce qu'il va faire la rétention hydrosodée, comme ça vous restez vivant. Voilà, carrément, si vous avez soif, etc. Il faut avoir cette rétention hydrosodée, c'est la régulation. L'autorégulation, si vous buvez beaucoup, il y aura beaucoup de perte de sodium et d'eau, et le contraire. Et même la fibrose. Alors, comme j'ai dit, imaginez, là, on va agir sur la précharge. La rétention hydrosodée, c'est quoi? C'est que le rein va pas laisser le sodium sortir, on va le garder avec de l'eau. L'eau et le sodium vont revenir avec augmentation de la volumémie. Volumémie parce qu'elle n'a pas laissé sortir l'eau et le sodium. Et l'augmentation de volumémie, elle va revenir par les veines jusqu'à 24, l'oreillette, etc. jusqu'à au niveau de l'oreillette gauche, augmentation de la volumémie et donc augmentation de la précharge. Et donc, là, il faut arrêter ce circuit vicieux. Donc, on va donner anti-aldostérone. Anti-aldostérone, ce sont les minéralocorticoïdes. On les donne anti-aldostérone pour arrêter la rétention hydrosodée. Et donc, on va agir ici sur la précharge. C'est bon? C'est bon. Donc, jusqu'à présent, j'ai dit 3 médicaments obligatoires, les IEC, les bêta-bloquants et les anti-aldostérones. Pour vous, ça suffit ici. C'est très important. Ici, ce sont les médicaments nécessaires, obligatoires pour toute personne qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse. Maintenant, s'il y a une intolérance aux IEC, on rajoute quoi? On met les ARA2. S'il y a une intolérance aux IEC, c'est presque le même mécanisme. Alors, il y a aussi les vasodilatateurs. Bon, ce n'est pas important pour vous maintenant. Il y a aussi le nouveau médicament qui est vraiment nouveau, qui existe, voilà, au haut à gauche, comme j'ai dit, pour la BNP, la dégradation de BNP. Le BNP, il fait une vasodilatation, plus il augmente la natriure. Donc, c'est important de garder la BNP. Et donc, il y a la néprilésine. La néprilésine, c'est un nouveau médicament qui est associé avec les ARA2, on l'appelle Entresto. Encore, c'est trop nouveau, vous n'aurez jamais une question comme ça. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, d'ici 10 ans, il sera un médicament simple et vous allez se souvenir de ça. L'Entresto, c'est un nouveau médicament qui encore n'existe pas en Algérie. Et c'est un médicament miracle qui va laisser beaucoup de taux de BNP dans le sang. Et ce taux de BNP, il va induire une vasodilatation, il va augmenter la natriure, donc il va diminuer la précharge. D'accord? C'est bien? En fait, c'est ça le plus important dans le traitement. Le traitement, c'est EEC, bêta-bloquant et anti-aldostérone. Avec tout ça, avec ces médicaments importants, on a d'autres médicaments comme les diurétiques. Il faut donner les diurétiques en tant qu'il y a les signes congestifs. Il y a d'autres médicaments comme les digitaliques. Lorsqu'il y a un rythme sinusal, on peut baisser la fréquence cardiaque par les digitaliques. Encore, il y a aussi l'ivabradine. C'est un traitement qui va baisser la fréquence cardiaque. Encore, l'ivabradine, comme j'ai dit, c'est un bradicardisant. Bon, ce n'est pas important pour vous parce qu'il n'existe pas, mais c'est bien de connaître ça. Alors, les diurétiques, comme j'ai dit, c'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas de preuve qu'il diminue la mortalité. Nous, en médecine et surtout en cardiologie, on parle de mortalité. Décès, mortalité, vivant. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
Donc, il y a la mortalité, il y a l'hospitalisation, il y a la qualité de vie. Il y a 3 volets. La qualité de vie est importante, il y a la mortalité et il y a l'hospitalisation. En fait, comme j'ai dit, les diurétiques, ils n'ont pas un effet sur la mortalité, mais quand même, ils ont un effet sur les symptômes, c'est-à-dire sur les signes congestifs, et donc ils améliorent la qualité de vie. Qualité de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui est dyspnique, qui ne bouge pas, quelqu'un qui n'est pas dyspnique, il marche, il part en marche, il revient, donc c'est important. Ça, c'est la qualité de vie. Donc, ils n'ont pas prouvé une efficacité sur la mortalité. Les 3 médicaments qui ont prouvé l'efficacité sur la mortalité, c'est quoi? C'est les 3 médicaments obligatoires et importants qui sont bêta-bloquants, IUC et anti-aldostérone. D'accord? J'ai fait un peu un détail trop important pour vous. Captopril, par exemple, ou Ramipril, c'est un exemple, même pour les bêta-bloquants. Il faut apprendre par cœur les 4 médicaments recommandés de l'insuffisance cardiaque. On donne parfois cette question. Donc, parfois, on dit citer 3 médicaments utilisés dans l'insuffisance cardiaque. Assez simple. On a le bisoprolol, métoprolol, carvedilol, ibuprolol. Ce sont les 4 médicaments qu'on peut les donner parce que les autres, ils ne sont pas recommandés. D'accord? Généralement, les bêta-bloquants, on dit le mot titrage, avec titration. On donne des petites doses parce que ce n'est pas simple pour supporter les bêta-bloquants parce qu'on revient à l'équation débit cardiaque égale volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque et une fréquence élevée. C'est logique, on va avoir une petite augmentation du débit cardiaque. Donc, les premiers jours, jusqu'à l'adaptation de l'organisme, ce n'est pas simple. C'est pour ça, pour les bêta-bloquants, on commence par des petites doses. Les petites doses, on augmente doucement jusqu'à une dose cible tolérée. C'est pareil pour les IEC, parce que généralement, ce type de malade, tellement il a une fraction d'éjection faible, donc un débit cardiaque faible, donc une pression artérielle faible, or que les IEC, ils vont baisser la pression artérielle, et donc tout le temps, on commence par des petites doses, et chaque 15 jours, généralement, on augmente la dose jusqu'à chaque médicament. Il a une dose cible, c'est-à-dire dans les études a été démontré que cette dose-là est efficace et elle baisse la mortalité cardiaque. Les anti-aldostérones, c'est le spironolactone et aussi les plérénones, spironolactone. Il faut apprendre, c'est le spironolactone, généralement dans une dose de 25 mg. En tout cas, vous allez faire ou vous avez fait dans la thérapeutique les contre-indications, les effets secondaires. Je ne vais pas revoir ici, d'accord, les effets secondaires et les contre-indications. Donc, l'anti-aldostérone, on le donne lorsque FR est basse, moins de 35% ou pour son infarctus, moins de 40%. Voilà, donc, Zara-2, s'il y a un effet secondaire majeur ou contre-indication des IUC, c'est une alternative, mais on ne donne jamais les deux en même temps. Et aussi RA2, ça c'est contre-indiqué. Alors, traitement non pharmacologique, donc en plus de la restriction hydrosodée, c'est important qu'il baisse que ce soit de l'eau ou du sel, moins de 6 grammes. La réadaptation cardiaque est très importante parce qu'elle va essayer de stimuler les autres muscles cardiaques pour augmenter la force d'éjection. Alors, ici, il y a 2 mots, la resynchronisation et la défibrillation et défibrillateur implantable. Je passe après, je reviens ici. Il y a l'angioplastie coronaire. L'angioplastie coronaire, s'il y a un tronc qui est malade, l'angioplastie primaire. Et il y a la chirurgie cardiaque, s'il y a quelque chose à traiter. Le cœur artificiel, c'est la transplantation cardiaque. Je n'ai pas compris le mécanisme d'action des bêta-bloquants. Très bien. Alors, le bêta-bloquant, c'est quoi le mécanisme? C'est surtout, on revient à le schéma du cheval qui porte 5 derrière lui. On a dit, plus on soulage le câble neuro-hormonal, l'incolamine, on périphérique pour augmenter la pression artérielle. D'accord? Ces 2 choses-là, je sais que pour la fréquence cardiaque, ce n'est pas évident de connaître ça. Allez, on revient en bas, d'après la vasoconstriction. Au moins, si on lève cette vasoconstriction, n'est-ce pas? Si sont périphériques, induites par les catécholamines, on va augmenter la post-charge. Donc ça, au moins ça, c'est logique, il faut mettre les bêta-bloquants. Encore, je n'ai pas dit autre chose, c'est que les bêta-bloquants, ils vont diminuer un cœur qui est défaillant, il est à risque. Donc, c'est important de donner ça. Encore autre chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il améliore la contractilité, il améliore l'inotropisme. Comment? Vous savez, imaginez juste, parce que pour la fréquence cardiaque, imaginez
une fréquence cardiaque à 150 et une fréquence cardiaque à 50. Imaginez, il y a ces deux fréquences-là. Une fréquence cardiaque à 150, le volume d'éjection systolique va être effondré, avec un débit cardiaque qui est effondré, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de diastole, presque il n'y a pas de diastole, donc il n'y a pas de remplissage, n'est-ce pas? Le contraire, une fréquence cardiaque à 50, il y a un bon diastole, et la diastole, le ventricule gauche va être éjecté, et le volume il est important, et il y aura une éjection du sang, un bon volume d'éjection systolique, d'accord? Donc, c'est l'intérêt de la fréquence cardiaque. Et si vous voyez, on joue beaucoup et on insiste beaucoup sur la baisse de cette fréquence cardiaque. Obligatoirement, il faut que cette fréquence devienne inférieure à 70, inférieure à 70 cycles par minute. Et même si le bêta-bloquant, on ne peut pas, soit intolérance au bêta-bloquant, on peut rajouter l'ivabradine pour forcer la baisse de cette fréquence cardiaque. C'est bon? Alors là, tout ce que j'ai parlé, et aujourd'hui, je n'ai pas parlé sur l'insuffisance cardiaque aiguë. J'ai parlé que l'insuffisance cardiaque chronique. Hein. Donc maintenant, il me reste deux choses à dire, et c'est bon, sur le défibrillateur et la resynchronisation. Alors, on commence par le défibrillateur. Défibrillateur implantable, c'est quoi le défibrillateur? C'est comme le pacemaker, on le place, c'est même mécanisme, même sonde, presque même sonde, même endroit, on le place le défibrillateur. Mais il a un effet, il peut délivrer un choc électrique interne. Lorsqu'il peut lire les différents battements du cœur, et on lui dit, par exemple, si vous trouvez un rythme accu à large plus de 200 cycles par minute, il faut donner un choc. Parce que c'est logique qu'une attaque cardio-ventriculaire ou plus de 200, ça c'est l'implantation du défibrillateur. Maintenant, quand on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour tout le monde? Il y a des cas spéciales, etc., etc. En fait, il y a des indications très spécifiques pour ça. Ce n'est pas important pour vous, mais si quelqu'un qui a fait un arrêt cardio-respiratoire, un arrêt ressuscité après il est vivant, certainement il a fait un trouble du rythme grave et certainement on ne peut pas le garder tout le temps à l'hôpital. Donc on va placer ce défibrillateur et il va rentrer chez lui. On ne sait jamais, il va refaire cette fibrillation, cette attaque cardio-ventriculaire, c'est-à-dire il refait l'arrêt et il va être choqué par ce défibrillateur. D'accord? Au moins, il faut apprendre cette indication, c'est-à-dire arrêt ressuscité ou un trouble de rythme grave, et on l'appelle prévention secondaire. Malgré qu'il existe une prévention primaire, toute personne qui a une FE basse moins de 30, on peut placer un défibrillateur. D'accord? C'est bon pour le défibrillateur implantable. Il y a encore une dernière chose, c'est la resynchronisation. C'est quoi la resynchronisation? On sait que, et généralement, toute personne qui a une insuffisance cardiaque, son ECG va être en BBG ou en BBD. Généralement, c'est ça. BBG ou BBD. Pourquoi? Parce que la fraction d'éjection est basse, donc il y aura remodelage du ventricule gauche, donc dilatation du ventricule gauche. Cette dilatation, le faisceau de His ne va pas être dilaté, donc il va avoir un problème de stimulation, donc on va trouver un bloc de branche gauche ou droite. Alors, déjà à l'état normal, FE elle est basse. Si on rajoute un asynchronisme, c'est-à-dire au principe, le ventricule droit et gauche se contractent en même temps. Pourquoi? Pour qu'il y aura un bon remplissage et un remplissage correct au niveau des ventricules, le débit cardiaque va être maintenu. Au contraire, s'il y a un asynchronisme, c'est-à-dire, on va imaginer par exemple que le ventricule gauche se contracte avant le ventricule droit. Donc, ce ventricule-là ne va pas attendre le remplissage. Donc, encore aggravation de l'insuffisance cardiaque. Je répète, si par exemple, imaginez que le ventricule gauche se contracte avant le ventricule droit. On trouve ça dans le BDG complet. Donc là, le ventricule gauche il va passer, encore aggravation de débit cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait là? On va placer plusieurs sondes, 3 sondes, une au niveau de l'oreillette droite, l'autre au niveau des sinus veineux et troisième au niveau du ventricule gauche. L'essentiel, c'est un appareil qu'on place comme un pacemaker. Il y a 3 sondes dedans et on va régler nous-mêmes la stimulation. C'est-à-dire, c'est moi-même qui décide quand l'oreillette gauche se contracte et quand le ventricule gauche se contracte et quand le ventricule droit se contracte. Et là, je vais essayer de remettre un synchronisme normal. Resynchronisation, c'est le mot resynchronisation des deux ventricules, surtout les deux ventricules. Comme ça, le ventricule gauche, elle va attendre son remplissage correct et au moins je garde, je garde un débit cardiaque normal avant ou carrément, ou le contraire, pas mal de fois, on gagne la fraction d'éjection, on gagne des points dans la fraction d'éjection, donc on va diminuer la mortalité et la réhospitalisation à cause cardiaque.
C'est bon pour la resynchronisation et pour le défibrillateur. Je répète, resynchronisation est indiquée lorsqu'il y a une FE basse, moins de 35%, plus la durée du QRS est large, durée large, c'est-à-dire il y a un synchronisme. Généralement, dans le bloc de branche gauche, l'essentiel, lorsque la durée dépasse 130 millisecondes, la durée du QRS, lorsqu'il dépasse 130 millisecondes, là, il y a asynchronisme, il faut faire une resynchronisation. Juste, il faut apprendre ça, le mot resynchronisation, parce qu'on a fait déjà une fois dans un cas clinique, on a parlé, et à la fin, on a dit qu'il y a le malade, il a fait beaucoup d'hospitalisation, on a fait un ECG, interprété l'ECG, il y avait un BBJ complet avec durée de QRS à 150. Il a dit quel traitement spécifique pouvez-vous donner à ce malade. Il faut écrire la resynchronisation myocardique ou simple resynchronisation. C'est important de connaître ça, comme j'ai dit, parce que d'ici 10 ans, va être une technique simple et tout le monde va faire ça. C'est bon pour la resynchronisation et le défibrillateur implantable. Alors, il y a quelqu'un, quelles sont les indications de défibrillateur implantable? Alors là, vous savez que moi, je parle un peu en global. En global, je n'insiste pas beaucoup sur les indications exactes parce que n'oubliez pas que vous êtes des externes en quatrième année scientifique pour l'implantation d'un défibrillateur. C'est la prévention primaire. Prévention secondaire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait un problème rythmique. Problème rythmique, c'est quoi? Soit plutôt un arrêt cardio-respiratoire ressuscité, c'est-à-dire il a fait un problème après, il était à côté de l'hôpital ou spontané, ressuscité. Et deuxième, dans la prévention secondaire, c'est un trouble de rythme grave, un trouble de rythme documenté grave, c'est-à-dire j'ai fait un haltérocégiste, le malade, il a fait un syncope et j'ai trouvé qu'il y a une tachycardie ventriculaire. Donc ça, c'est un trouble de rythme grave. Donc je répète, dans la prévention secondaire, il y a l'arrêt ressuscité et il y a un trouble de rythme grave. Là, je ne peux pas attendre. Si prévention secondaire, il faut placer un défibrillateur. Pour la prévention primaire, qu'est-ce qu'il y a? Primaire, c'est-à-dire pas encore, une malade n'a pas encore fait un problème, mais moi j'ai peur. Quels sont les paramètres que dans les études, ils ont remarqué que ce type de malade, ils vont faire des troubles de rythme. Quels sont? Alors, sont les suivants. Numéro 1, une FE basse. Alors, lorsqu'il y a une FE basse à moins de 35%, si le malade est symptomatique, s'il est 3 mois de traitement optimal, ici l'espérance de vie plus de 1 an, ici elle est loin d'un syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire plus de 40 jours, parce que parfois, après un syndrome coronarien aigu, il y a la sidération myocardique. Donc, pour des sidérations cardiaques, c'est-à-dire il y a FE basse, mais après, elle peut être augmentée, donc il n'y aura plus d'indication. Donc, il faut attendre 40 jours après cardiopathie ischémique, etc. Mais ce n'est pas ça important pour vous. D'accord? Pour vous, au moins la prévention secondaire, arrêt, ressuscité ou trouble de rythme grave. Indication de défibrillateur. Allez, bonne journée. Merci.